Alors là, on va essayer de finir le problème. À partir de maintenant, on va passer en surmultiplier. On va éviter de s'embourber dans les petits détails. On va regarder les choses à grands pas. Je suppose qu'à partir de maintenant, ceux qui suivent encore à ce niveau-là et qui veulent aller jusqu'au bout du problème, c'est un peu les samouraïs, les braves qui n'aime pas s'encombrer trop de détails et qui va loin ménage sa monture. Mais attention, hein, on va quand même regarder les difficultés, hein, on ne va pas fermer les yeux sur les choses qui sont vraiment difficiles, hein, s'il y en a, hein, voilà, mais le menu fretin, on l'évitera. Bon, alors, donc, on attaque le 2D avec le cardinal maximal d'un sous-groupe abélien de GLN de FQ, donc ça c'est intéressant. Et donc, on va prendre bêta Q de n, c'est Q-1 fois Q puissance B de n, parce qu'on va travailler maintenant sur FQ, hein, donc on travaille sur un corps fini, donc évidemment, tout sous-groupe de ce corps est fini, et tout sous-groupe abélien avec. Donc là, c'est quand même de l'attendu, hein, vous voyez bien, ce produit correspond au produit direct qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait le côté lambda étoile et le côté V. D'accord. Donc lambda étoile, bah oui, donc ça va être le groupe K étoile, donc ça c'est le cardinal de FQ étoile, et Q puissance B de n, alors bon, B de n pour nous, en tout cas pour moi, c'est m au carré, où n est pair, et donc B de n c'est la dimension de l'espace vectoriel, voilà, de l'idéal maximal de l'algèbre, du seul idéal maximal de l'algèbre, et donc le cardinal, puisqu'on est sur FQ, bah, c'est Q puissance la dimension, donc c'est Q puissance B de n. Et le produit qu'on a ici, eh ben, c'est justement le cardinal du produit direct, hein, dans l'ensemble sous-jacent, c'est le produit cartésien. Bien, alors, donc, il faut montrer que le cardinal maximal d'un sous-groupe abélien fini, ben, c'est justement BQ de n, et quand ce max est atteint, alors les groupes sont conjugués. Bon, alors c'est pas difficile, hein. Il y a juste une bonne idée, c'est, et encore, elle est quand même relativement attendue, quand G est un sous-groupe commutatif, on va regarder le sous-espace vectoriel engendré par G, et en fait, ce sous-espace vectoriel engendré par G, comme on a pris un sous-espace vectoriel engendré par un groupe, eh bien forcément, il va hériter d'une structure de sous-algèbre. Et comme le groupe est commutatif, c'est de sous-algèbre commutative. Donc, ça y est, hein, on a le cardinal maximal du groupe. On a déjà, en tout cas, un cardinal maximal du groupe, c'est Q puissance dg. Ah oui, donc ça c'est la dimension de l'espace, donc ça c'est le cardinal du coup de l'espace, auquel on enlève 0, parce qu'il n'y aura certainement pas 0 dans G, puisqu'il n'est pas inversible. Bon, B, on suppose que le sous-groupe G est cardinal maximal parmi les sous-groupes commutatifs de GLN de FQ, démontrer que DG est égal à BN plus 1, oui. Alors déjà, DG est inférieur ou égal à BN plus 1, d'après le théorème 2, hein, puisque là on a une sous-algèbre commutative, voilà, donc c'est le théorème 2. Hein. Alors maintenant, rapidement, on arrive à voir les sous-algèbres commutatives, d'accord, possibles, ça on le sait d'après la partie 2C, et à chaque fois, donc c'est avec les sommes E égale somme de EI, et on arrive à voir qu'au maximum, le groupe, ça va être un produit direct de groupe, donc on peut calculer le cardinal, et à partir du moment où G est cardinal maximal, on voit que ça veut dire que la sous-algèbre est maximale, ce qui veut dire que dg égale b de n plus 1. D'accord. Si on avait pris une sous-algèbre plus petite, vu la description qu'on a des sous-algèbres plus petites avec la somme de i égale 1 à r, hein, des EI, et en regardant ce que donne le G, en fait,
qu'est-ce qu'on regarde? On dit finalement que G, le groupe, comment on le récupère à partir de la sous-algèbre? Eh bien, comme un sous-groupe du groupe des inversibles. Et c'est très facile de calculer le sous-groupe des inversibles de toutes les algèbres qu'on a trouvées précédemment. Donc maintenant, G, si on veut qu'il soit maximal, il faut donc que l'algèbre soit maximale et que G soit le groupe des inversibles de cette algèbre, et ça va être exactement de cardinal BQ de n. Et du coup, on en déduit le théorème 3, parce que comme les algèbres sont isomorphes par conjugaison, eh bien, les groupes maximaux vont être aussi isomorphes par conjugaison, évidemment, puisque c'est le sous-groupe des inversibles. Puis, on avait le grand 3, on a C de n égale 6 puissance n sur 2. Bon, pour nous, n est encore pair. L'ensemble des cardinaux, on veut montrer que l'ensemble des cardinaux des sous-groupes commutatifs finis de gln de Q. Alors attention, cette fois-ci, c'est gln de Q, d'accord? Q est infini, mais on regarde les sous-groupes commutatifs finis. Donc il a pour maximum C de n, donc 6 puissance n sur 2, et deux sous-groupes de gln de Q de cardinal C de n sont conjugués dans gln de Q. Bon, alors là, c'est ce que je vous disais. Je vous renvoie à ma vidéo sur la preuve d'Isai-Shur de 1929, qui est absolument magnifique, hein, qu'il faut garder près de son cœur. Si on voulait établir une résumance de la pensée du grand maître, alors, comment dire, on part de xn-1, on calcule son discriminant, donc ce produit-là, et le discriminant, le calcul nous donne à un inversible près n puissance n. Bon, voilà, on est dans Z. Maintenant, on prend un diviseur de phi n, donc phi n, on regarde phi n qui a pour racine, donc c'est le polynôme unitaire qui a pour racine finalement les z puissance k, où z c'est une racine primitive de l'unité, et k c'est l'ensemble des premiers avec n, donc finalement on a toutes les racines primitives nème de l'unité, et donc l'histoire c'est ça, je prends un diviseur, donc on sait que phi n, donc le polynôme cyclotomique est dans z de x, je prends un diviseur de z de x, qu'on peut supposer unitaire par exemple, f de phi n, avec f dans z de x, il faut montrer que, bon, si c'est pas 1, hein, ce diviseur évidemment, alors s'il possède une racine, alors il les possède toutes, c'est-à-dire toutes les racines primitives nème de l'unité. Et il suffit de montrer que s'il en possède une, et si P ne divise pas n, alors cette racine que je vais appeler z, z puissance P est encore racine de f. Effectivement, avec des nombres premiers qui ne divisent pas n, eh bien, je peux parcourir toutes les racines primitive nème de l'unité, comme ça, en mettant la puissance une certaine racine primitive de l'unité. Et en fait, tout est là, de prendre ce diviseur. Alors, bon, entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi, la preuve d'Isai-Shur n'utilise pas le polynôme minimal. Je ne pense pas, en tout cas dans ma vidéo, j'avais pris un diviseur, mais pas forcément le polynôme minimal. Je pense que cette technique qu'utilise le concepteur du problème n'est pas optimale, parce que le polynôme minimal, pourquoi aller déranger ce pauvre polynôme minimal alors que n'importe quel polynôme annulateur qui divise phi n aurait fait l'affaire. Du coup, ça nous oblige à faire des détours autour du polynôme minimal, et c'était vraiment pas utile. Hein. On sait que si phi n n'est pas irréductible sur Q, alors comme phi n est unitaire à coefficient dans Z, il possède dans ce cas-là un diviseur dans Z de x. Hein. Donc c'était pas la peine de parler du polynôme minimal. Mais bref, il faut dire que si on a un annulateur hein, d'un Z qui est une racine primitive nème de l'unité, alors pour tout P ne divisant pas n, f de
z puissance p est encore égal à 0. Et là, c'est facile de voir que ce pi z, mais moi je prends juste un f de zp, eh bien, divise le discriminant. Quand on regarde la tête du discriminant et quand on factorise f, eh bien, on se rend compte que ça divise le discriminant. Mais attention, f de zp divise le discriminant dans z bar. C'est-à-dire que le produit qu'on a, on ne peut pas dire c'est des éléments de z, c'est dans z bar. Mais c'est aussi multiple de p à cause du Frobenius. Donc p divise dans z bar ce type-là, qui divise lui-même le discriminant, donc p divise le discriminant. Mais le discriminant est dans z. Donc ça veut dire que p divise n puissance n dans z. Mais par Euclide, bon, dire qu'il divise n puissance n, ça veut dire qu'il divise n, et donc il divise n dans z bar. Z bar, qui est un anneau. Hein. Alors, maintenant, bah oui, donc n sur p est dans z bar, mais n sur p est dans q, et en fait, on dit que z est intégralement clos, ça veut dire que si on a un nombre qui est entier sur z bar, mais qui est aussi dans le corps des fractions de z, alors il est dans z. Ce qui veut dire que p divise n dans z, et donc ça veut dire que si p ne divisait pas n dans z, alors ceci serait égal à 0. Voilà. C'est la preuve de Schur. Bon, pour les détails, regardez la vidéo. Mais là, donc ça faisait que phi n était irréductible sur q, et on avait ici un petit b qui a donné du fil à retordre à ceux qui s'y sont attaqués. Effectivement, on peut se perdre un petit peu en conjecture. On suppose que les racines de p dans z sont les racines de l'unité, et que p admet au moins une racine différente de 1. Voilà. Démontrer que p admet au moins une racine de la forme exponentielle de iθ avec θ entre pi sur 3 et pi. Alors, quand on fait un peu de recherche, on se rend compte que le premier, donc les racines p sont des racines de l'unité, c'est-à-dire que p est un produit de polynômes cyclotomiques, puisqu'il se décompose en irréductible, et donc, comme p est un polynôme non constant, voilà, ça va être un produit de polynôme cyclotomique, et il va y avoir au moins un polynôme cyclotomique qui est différent de phi 1, d'après ça. Donc, maintenant, il va falloir montrer, donc on va l'appeler phi n est supérieur ou égal à 2, et il faut montrer qu'il existe une racine primitive énième de l'unité de la forme x de iθ avec θ dans pi sur 3 pi. Alors, ça revient à dire qu'il existe un k premier avec n, tel que k est compris entre, quand on fait un petit calcul, entre n sur 6 et n sur 2. Parce que, donc, en fait, on divise par 2 pi ici, hein, pour passer de k. Voilà, on divise θ par 2 pi. Ok, alors là, ça peut nous plonger dans une abîme de recherche où on se dit, tiens, oui, c'est intéressant, on a étudié la distribution des nombres premiers, bon, est-ce qu'on peut comprendre rapidement la distribution des nombres premiers avec n, puisque c'est ça en fait le problème ici, on veut avoir une distribution des nombres premiers avec n. Bon, alors ça, cette recherche nous emmène un peu trop loin, et il est plus intéressant, et même si c'est pas très héroïque, on va plutôt juste à la recherche du petit contre-exemple mesquin, quoi, hein. Et en fait, il y a un petit contre-exemple mesquin. Donc, si vous prenez n paires, donc hein, je vous rappelle, on a n un nombre qui est plus grand que 1, et il faut trouver un k qui est compris entre n sur 6 et n sur 2, tel que k est premier avec n. Alors, si n est pair, bon, n, on va dire, est de la forme 2m. Alors, si m est pair, alors on va prendre k égale m-1. Si m est impair, alors on va prendre k égale m-2. Et si n
est impair, alors il est de la forme 2m plus 1, et on va prendre k égale m. Et voilà, c'est tout. Hein. Donc et à chaque fois, on vérifie que tout marche bien. Voilà. Bon, je ne dis pas que c'est héroïque, mais au moins, bon, c'est une méthode qui marche. Et évidemment, on se dit, tiens, j'aimerais bien comprendre un peu la distribution de ces nombres-là. Il y a quelque chose à creuser. Ce sera pour un autre jour. Et puis après, bah, fort de ça, hein, de cette irréductibilité et de cette racine entre pi sur 3 et pi, on va aller vers les sous-groupes abéliens finis de On de R. Alors, pareil, la stratégie, elle est de dire, ben, on va d'abord s'occuper de On de R dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de GLN de Q. Alors, On de R, comment on s'en occupe? Ben, on décompose E en somme orthogonale de droites stables et de plans stables. On avait vu qu'on avait toujours des plans stables et ou des droites stables, mais en plus, comme on a des matrices orthogonales, ce sont des matrices normales, donc dès qu'on a un sous-espace stable, son orthogonale est stable. Donc on a cette décomposition en orthogonale. Donc on va avoir sur chaque plan et sur chaque droite quelque chose d'orthogonal, et finalement, bon, je dirais, comme on est en... regardons le cas de dimension 1, on n'aura que deux possibilités pour l'induit du groupe, hein, sur la droite, c'est 1 et moins 1. Et là, on a au maximum 6 possibilités. Alors moi j'aime bien la preuve qui consiste à dire, comme on est en dimension 2, le polynôme caractéristique d'une matrice orthogonale sur un plan, c'est forcément un produit de polynômes cyclotomique, hein, mais en même temps c'est de degré 2. Donc il faut résoudre phi de n, ou phi, phi de n, c'est le degré du polynôme cyclotomique, donc c'est l'indicatrice de l'air, phi. Et il faut résoudre phi de n égale 1 ou phi de n égale 2. Et donc en fait n est inférieur à 6. Ça c'est une possibilité, mais c'est pas ce que propose le problème. Il propose de faire ça avec la norme subordonnée à la norme 2, et effectivement, quand on nous demande ici quelle est cette norme, on va trouver 2, donc de Rθ moins, donc on a une rotation du plan 1, moins identité, on va trouver 2 fois la valeur absolue de sinus θ sur 2. Et donc, ce qui explique que, voilà, on va avoir ceci à cause de parce qu'on va avoir L fois ici. Le maximum, ça va être évidemment quand on va avoir que des plans, hein, parce que ici, le plus ou moins 2, ça ne va pas nous apporter grand-chose, et on va avoir que des plans. Voilà. Bon, ça, c'est assez facile, et ça provient exactement de ça et d'une optimisation. Et donc, ici, on va avoir 6, parce qu'on ne s'occupe que d'un plan. Et ici, on a notre angle qui va être forcément d'après ça, compris entre finalement pi sur 3 et pi. C'est comme ça qu'on voit arriver le 6. On va faire epsilon sur 2, arc sinus epsilon sur 2, pi sur ça. Et on va avoir l'ordre 6 qui va apparaître comme un maximum. Voilà. Et ensuite, les choses sont très jolies, mais sont très habituelles aussi. Quand on a un sous-groupe de GLN de R, eh bien, on peut, à partir de la norme euclidienne standard de Rn, tordre cette norme, parce que le groupe est fini, pour obtenir une norme quadratique, ou si vous voulez un produit scalaire, qui est G invariant, ici, voilà. Et grâce à ce qu'on avait fait au tout début, on a dans On de R, pour ce sous-groupe d'ordre 6, on peut réaliser la matrice dans Z, donc dans GLN de Q. Et bon, tout ce qui est dans GLN de Q est dans GLN de R, mais tout ce qui est dans GLN de R n'est pas forcément dans GLN de Q. Et donc, là, on s'est ramené, grâce à ce produit scalaire, à conjugaison près à un sous-groupe de GLN de R, mais d'ordre 6 et abélien et cyclique d'ordre 6.
d'après ce qu'on avait vu précédemment, on peut le réaliser dans GLN de Q. Donc comme il est maximal dans GLN de R, il est maximal aussi dans GLN de Q, évidemment. Qui peut le plus, peut le moins, et on établit tous ces points. Alors là, on se rend compte tout de même, pour finir, que on voit bien que on n'a pas un point III qui dirait tout sous-groupe abélien s'injecte dans un groupe abélien maximal, standard, qu'on a trouvé dans le point nul. Et on voit bien que on avait ça j'en ai parlé avant, hein, on a aussi des sous-groupes d'ordre 4 qui ne vont pas s'injecter dans des groupes d'ordre 6. Voilà, donc c'est des petites difficultés contre-intuitives, hein. On a des sous-groupes maximaux, mais qui ne sont pas de taille maximale. Voilà. Ok, voilà, on a mérité l'apéro.